Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook des deux médias. Je suis Adam Khaled Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour au juge VAR. Bonjour Président Ouedraogo. Bonjour auditeurs et téléspectateurs. Alors aujourd'hui nous allons parler de la gestion du fret en provenance et à destination du Burkina Faso qui fait grand bruit. Alors il faut dire que dans cette crise, le Haut Conseil pour des transporteurs du Burkina Faso et la Fêtière unie des transporteurs routiers du Burkina se rejette la balle par médias interposés. La dernière sortie médiatique concernant cette crise-là, c'est celle de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina UCRB qui annonce d'ailleurs une grève du 22 au 26 février 2021. Quelles sont les implications de cette crise dans ce secteur transversal et stratégique? Nous allons en parler avec le juge VAR. Mais avant cela, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Pour les avant-propos du jour, qu'est-ce que vous avez retenu pour les téléspectateurs et auditeurs de Truth TV Watt FM? Oui, j'ai un avant-propos qui va concerner le Ghana essentiellement avec la maladie à coronavirus. Il y a le Parlement ghanéen qui est bloqué. Comme ça, parce que la maladie à coronavirus a frappé en son sein. On parle de quoi, près de 17 députés. Je vais trouver les chiffres. J'espère qu'ils seront, voilà, qu'ils soient bons. Il y a donc 17 députés qui ont été touchés, donc qui ont été testés positifs, et puis pas moins de 151 membres du personnel. Donc ça a forcé évidemment à ce que les séances plénières soient suspendues. Donc on comprend déjà l'impact que quelquefois cette maladie-là a au concret sur des institutions qui sont aussi celles essentielles. Et donc le Ghana qui est obligé sur ce chapitre-là de lever un peu le pied. Mais quand on prend ce pays-là, la pandémie, ce qu'on a comme chiffre, c'est quoi? 73 003 cas confirmés de Covid-19 et puis 482 décès depuis donc le début. Donc on se rappelle aussi d'un foyer qui avait été créé une fois dans une usine, qui avait aussi soulevé le tollé. Donc un Ghana qui tente tant bien que mal, comme les autres pays, de répondre donc à cette maladie à coronavirus et puis qui s'aligne comme les autres, à attendre rapidement un vaccin pour que, bon, on puisse voir un peu la pandémie, je dirais pas perte de vitesse, avoir une certaine perte de vitesse dans son évolution, notamment dans nos pays. Et puis, parce que je parle de coronavirus, il y a aussi cette petite nouvelle qui arrive concernant justement le vaccin, puisque l'Afrique du Sud, qui est l'un des pays touchés sur le continent, en tout cas en termes de décès et en termes de proportion de cas journalièrement, celui-ci a opté très rapidement à aller au vaccin. Et je pense que là-bas, à la vérité aussi, c'est qu'il y a une nouvelle variante de la maladie à coronavirus qu'on a découvert, mais qui a un taux de propagation très élevé. Et le problème, c'est que le vaccin que l'Afrique du Sud utilise, qui est utilisé en Europe et qui a un taux de succès d'en gros 90%, en Afrique du Sud, on en est à 50%. Bon, on essaie de comprendre un peu pourquoi, mais en attendant, les Sud-Africains n'ont d'autre choix que, je disais la dernière fois que lorsqu'on est en train de couler, on attrape tout ce qui peut tomber par la main pour peu que ça puisse nous permettre de ressortir la tête et avoir un bol d'air. Même si c'est un serpent, vous allez l'attraper. C'est comme ça aujourd'hui. C'est la situation dans laquelle se trouvent certains pays. Peut-être que nous, notre réalité elle est différente, mais il y a des pays où c'est vraiment compliqué. Et l'Afrique du Sud se retrouve dans cette situation-là. Donc, à vacciner ces populations pour un vaccin qui réussit à moitié, on va dire comme ça. C'est-à-dire, ça marche ou ça ne marche pas à part égale. Mais c'est la triste réalité. Et moi, je me dis aussi que ça pose toujours la question du regard sur le vaccin comme remède miracle. Je pense, et j'ai rappelé le cas tanzanien ici, où ils ont décidé d'utiliser certains facteurs, certaines possibilités endogènes, notamment les racines, et ça, ils ne s'en sont pas cachés. Je crois que c'est peut-être c'est un genre d'offre qui a la peau dure et qui a la conviction profonde chez nous Africains. Ça, c'est difficile c'est-à-dire que c'est prêcher en territoire conquis que de vouloir venir dire, écoutez, utilisez ceci. Nous les utilisons déjà, même dans le cas du palu. Pourquoi l'expression petit palu? Parce qu'on utilise des petits médicaments pour pouvoir y répondre. Donc je veux dire que il y a des alternatives que l'Africain utilise en attendant, mais que le process
qu'on a au niveau global et international se refuse souvent à pouvoir mettre dans ce qu'il y a comme dynamique pour pouvoir dire après que non, c'est bon ou c'est pas bon. Très souvent, nous, on reste à un certain niveau. Ça demande tellement de sous pour pouvoir respecter nos offres en la matière que quelquefois, on n'en a même pas les moyens pour les porter à ce niveau-là. Mais la réalité, c'est que l'Africain se soigne déjà comme il peut. Les vaccins, je crois que peut-être des pays qui sont touchés dans des proportions vraiment difficiles n'ont pas d'autre choix. Ça, on ne peut pas leur faire la fine bouche face à cela. Mais ceux qui en ont encore le choix, comme le Burkina, comme beaucoup d'autres pays, je pense qu'il faut regarder par deux fois. Le cas, le cas sud-africain, je pense qu'il nous donne aussi la leçon. Maintenant, j'avais commencé par celui ghanéen. On va espérer que pour ce qui est du Ghana, ça ne sera pas plus grave que cela et qu'il y aura des députés qui vont reprendre les travaux parce qu'on connaît, c'est la quatorzaine en termes de... On dit quarantaine, mais c'est un peu une quatorzaine. Vous avez 14 jours en gros à être mis en quarantaine et puis après, bon, les choses reprennent. On espère donc pour les 17 députés et pour les 151 membres qui sont des personnels de cette assemblée-là que les choses se passeront bien et que les travaux vont reprendre parce que c'est ça aussi la vie d'une nation. On a besoin de ces institutions-là parce que c'est de ça qu'il s'agit. Merci pour cette lecture. Comme quoi la crise liée au Covid-19 est toujours d'actualité. Alors comme je l'annonçais en début d'émission, nous allons aujourd'hui nous pencher sur la crise concernant la gestion du fret au Burkina Faso. Une crise qui vient en tout cas montrer l'incapacité, sinon la possibilité ou les difficultés qu'on a à mettre en place une fiduciaire unique concernant les transporteurs. Nous allons également, à côté de ce gros sujet, nous attarder sur le nouveau système de facturation au niveau de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Et enfin, nous allons jeter un regard du côté de nos voisins maliens pour voir un peu l'évolution de la situation politique et ce qui est en train de faire en termes de démarches pour aller vers des élections pour sortir de cette transition-là. Sans plus tarder, nous allons attaquer le premier sujet qui est enrôlé pour cette convocation. Je le disais, la gestion du fret divise aujourd'hui le secteur des transporteurs. Il y a eu une grève qui est annoncée du 22 au 26 février 2021 par l'UCRB qui est entre le marteau et l'enclume, comme on l'a dit. Dans cette gestion du fret, on a le Haut Conseil des transporteurs du Burkina et la fiduciaire unique des transporteurs routiers du Burkina qui se jette la balle, comme je l'ai dit, à travers médias interposés. Alors cette grève qui est annoncée vient comme une piqûre de rappel, comme quoi la crise doit être résolue et prise à bras le corps par les autorités. Oui, je ne pense pas que ce soit même une piqûre de rappel pour que ce soit pris à bras le corps par les autorités parce qu'elles y sont de plein pied depuis un certain nombre de temps, ce qui a conduit à un moment donné à cet arrêté-là qui a permis de reprendre la question du fret et puis la confier au Conseil burkinabé des chargeurs, CBC. Maintenant, déjà je ne vais pas revenir encore sur ce qu'on a tous vu qui n'était pas joli et que nous avons fait que nous avons relayé dans tous les cas parce que c'était de l'information. Le moment même de la signature de cet arrêté-là et l'invitation faite notamment aux différents acteurs, c'est-à-dire fêtières uniques des transporteurs, au conseil et autres, on a vu que ça s'est terminé en queue de poisson. Le ministre a été, je dirais pas bousculé, mais pas loin de cela, mais on a vu les propos qui ont fusé de toutes parts et tout. Après, ça a été rattrapé, puis on est passé de façon concrète au passage de la gestion avec le Conseil burkinabé des chargeurs, mais ça augurait déjà de tensions monstres. Et la décision prise, on se rappelle, c'était le 12 janvier, le Haut Conseil qui était sorti, le Haut Conseil qui sort et qui dit il y a des problèmes parce que pour ce qui est de ses membres, il y a beaucoup de camions qui sont bloqués, notamment quelquefois aux frontières ou qui ont d'énormes difficultés à bosser. Parce que le Conseil burkinabé des chargeurs, qui maintenant s'occupait de ce fret-là, s'est fait assister de membres de la fiduciaire unique qui utilisent de moyens pour leur créer des problèmes. Et ils se retrouvent à payer quelquefois des contraventions ou des choses à hauteur de 200 000. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc ils étaient sortis, ils avaient lieu dans les brancards pour dénoncer un peu la situation du moment. Et la fêtière aussi, qui elle aussi faisait sa sortie pour accuser les membres du Haut Conseil de jouer de l'entourloupe pour ce qui est de l'application du nouvel arrêté et tout. Et que pour eux, le ministre leur avait donné des gages et
ils ont rappelé un certain nombre de propos tenus notamment par l'exécutif qui faisait d'eux l'interlocuteur unique. Et ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que le ministre à chaque fois revient avec cette histoire de haut conseil. Donc, on est dans une situation pareille où on a, je crois que ce qui rattrape, c'est le problème du début, la mise en place d'une fêtière unique. Quand on dit fêtière unique, il ne peut plus avoir d'éléments externes qui parlent au nom des transporteurs. Mais à la vérité, c'est que au regard des clivages profonds qu'il y avait au sein du secteur, l'exécutif, peut-être le gouvernement en son temps, pensait bien faire, parce que ce n'était pas seulement une recommandation, parce que nous avons reçu ici les membres des différents camps. Ils reconnaissent eux-mêmes que la dynamique n'était pas seulement celle du gouvernement, même au niveau international, c'est ce qui était demandé, et que les routiers là les transporteurs là plutôt se mettent ensemble pour parler d'une même voix, parce que lorsqu'on a des lignes d'intervention budgétaire, d'accompagnement et tout, ça serait intéressant qu'on ait un interlocuteur unique. Et le gouvernement pensait bien faire en accompagnant la dynamique. Mais cela n'a pas pu, pour moi, cela n'a pas pu, cela n'a pas pu braver les tensions internes qu'il y avait. Et après, à Bobo Dioulasso, ça donnait ce qu'on avait vu en son temps, où on parvient à mettre une fêtière unique en place, mais qui laisse sur le bas-côté d'autres groupes d'intérêt. D'accord. Est-ce que ce n'est pas le gouvernement qui a prêté le flanc, en plus de la mise en place de la fêtière unique, a accepté justement la création du Haut Conseil des transporteurs du Burkina? Est-ce que ce n'est pas la création justement de cette entité-là qui aujourd'hui crée la crise qu'on a? Oui, mais je crois aussi qu'il faut être peut-être un peu prudent. Quand je dis qu'il faut être un peu prudent, c'est voir un peu la délicatesse du sujet. On parle d'un secteur privé. On parle des secteurs privés que vous aidez à organiser. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Est-ce que vous interdisez que des groupes d'intérêt qui pensent avoir un dénominateur commun dans le privé, vous leur interdisez la possibilité de s'organiser? Est-ce que ça ne risque pas même de se retourner contre vous? Maintenant, pour moi, il y a la liberté peut-être de se constituer parce qu'on pense qu'on a un dénominateur commun et qu'on a une meilleure liberté d'expression sur un certain nombre d'intérêts qui sont les nôtres. Il y a cela, mais il y a aussi la logique qui veut que si on a décidé d'accompagner une dynamique et arrondir les angles pour qu'il y ait une fêtière unique, est-ce que cela n'intime pas à un moment donné aussi la logique que lorsque vous vouliez discuter, que ce soit cet interlocuteur-là que vous avez mis en place ensemble d'un commun accord, qu'il soit celui qui parle pour tout le monde, et ça obligerait peut-être à la fin les autres à rentrer dans les rangs. Peut-être c'est aussi pour cela que par moment il y a toujours revenu sur la table la question de ce que le ministère roulerait pour l'un des camps ou pour l'autre. Parce qu'on travaille ensemble à mettre une fêtière et puis à la fin on se rend compte que à chaque fois nous ne sommes pas l'interlocuteur unique. Alors que ce qui rappelle la fêtière, et je dis qu'on l'a déjà entendu ici plusieurs fois sur le plateau, c'est que il leur a été dit concrètement que c'est vous et c'est avec vous seul qu'on discute. C'est ça en fait le problème. Et c'est ce qu'ils répètent à qui veut l'entendre sur les différents plateaux sur lesquels ils viennent. Et même au point de presse qu'ils animent. Je crois aussi que si c'est pas vrai, on a des voix autorisées pour dire que non, ce n'est pas vrai. Mais en ce moment, si on jette un pavé dans la masse, ça c'est aussi clair que ça. Donc on est dans une situation où pour moi, tant que les acteurs de ce secteur-là ne se sont pas parlé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réglé le problème entre eux, il ne peut pas avoir un arbitrage qui puisse venir solutionner cela. C'est cela en fait le problème de fond. Vous l'avez dit, la crise elle est profonde quand on écoute un peu chacun des acteurs, mais on a comme l'impression qu'il y a comme un déficit de communication du côté du ministère. Jusqu'à présent, pas trop de clarification. Est-ce que ça n'entretient pas aussi ce flou et cette crise-là? Oui, c'est clair. Mais je pense aussi que ça tient lieu aussi de ce que depuis le départ, on ne lise pas bien. Je reviens à ce que je disais à un moment donné. Si, en tant que pouvoir central, vous dites organisez-vous, mettez une fêtière unique en place, et que c'est fait,
ça veut dire que ça devient l'interlocuteur premier, ou bien même pas premier, ça devient l'interlocuteur, non pas majeur, mais l'interlocuteur unique. Maintenant, quand le problème c'est que la fêtière se met en place et qu'elle laisse, ou que, pas qu'elle laisse forcément, ou que certains groupes d'intérêt se mettent de côté, vous comprenez déjà dès le départ que le thème même fêtière unique là, ça pose déjà problème. Parce que si c'est une fêtière unique, c'est qu'il y a tout le monde dedans. Mais à sa création même, il n'y a pas tout le monde dedans. Et on voit les bisbilles qu'il y a eu au départ. Donc, ça dit qu'il y avait déjà les germes de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut bloquer un pays pour ces choses-là? C'est la question que moi je me pose. Est-ce qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas s'élever et puis discuter? Et c'est quoi le problème de fond? Puisqu'on est dans un secteur qui est celui privé, où chacun s'en va chercher, la marchandise vient l'emmener. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas, jusqu'à présent, vraiment s'entendre? Si c'est vrai que ce qui est le plus important, est-ce que ce soit pour le Haut Conseil ou que ce soit pour la fêtière unique, c'est de défendre les intérêts des transporteurs, mais pourquoi est-ce que, maintenant que c'est dévolu au Conseil burkinabé des chargeurs, il y a encore des problèmes? On a comme l'impression que c'est plutôt une guerre de personnes. C'est comme une guerre de personnes, c'est comme une bagarre de chiffonniers, dans laquelle c'est que des égos, mais peut-être sûrement aussi des intérêts, parce que j'en ai discuté aussi avec certains membres du Haut Conseil, mais c'est un genre de récréation à laquelle même la cloche ne peut pas mettre fin. Parce que même celui qui sonne la cloche, on dit que lui là, faut pas trop l'écouter, parce qu'il roule pour l'autre camp. Et l'autre camp vous dit il roule pour l'autre camp. Et c'est maintenant à ne rien comprendre. Parce que dès le départ, on s'est trompé. Et puis, le problème, c'est que souvent, et ça ressort, que ce soit dans le monde syndical ou dans divers autres secteurs, chaque fois, on nous dit, même quand on avait rencontré le ministre, voilà ce qu'il nous a dit, voilà ce qu'il nous a dit, voilà ce qu'il nous a dit, voilà les assurances qu'il a données. On a l'impression qu'il y a un discours qu'on tient à chaque fois avec chacun des camps. Si c'est vrai, à la fin, ça va vous retomber à la figure. On ne peut pas gérer en aparté sans tenir compte du fait qu'après, il faut avoir du recul, parce que vous devez avoir une logique d'implication qui est globale. Si vous pensez que vous gérez comme ça avec celui-ci pour contenter, vous gérez comme ça avec celui-là pour contenter, après ça vous tombe à la figure. Chacun des cas vous dit non, on m'a donné des assurances. Mais on m'a donné des assurances, ça, c'est logique puisque c'est antinomique et puis c'est contradictoire en termes d'intérêt. Donc à la fin, ça va donner ce qu'on est en train de voir. Mais je pense que c'est aux acteurs du secteur eux-mêmes d'abord de savoir quels sont les problèmes de fond qu'ils ont et puis sortir de cela. Maintenant, il y a même la question aussi du Conseil burkinabé des chargeurs dont on ne parle pas. Parce que c'est lui que la gestion du fret est dévolue maintenant. Maintenant, quand vous décidez aussi, parce que c'est vous qui êtes celui central maintenant pour faciliter. Et les documents qui doivent être ceux que vous permettez gratuitement d'ailleurs aux uns et aux autres, vous assistez de la fêtière unique selon le Haut Conseil, utilise donc la nouvelle prérogative pour lui créer des problèmes. C'est qu'il y a un souci. Parce que vous lui mettez une petite arme pour régler son problème avec son profondeur de tous les temps. Donc ça veut dire que l'option du CBC qui avait été présentée par le ministre comme la solution en cas d'incapacité de mettre en place une structure unique, finalement ne répond pas à la question. Mais quand on regarde dans le fond le communiqué de l'UCRB qui annonce d'ailleurs la grève du 22, leur interpellation est claire. Ils s'adressent directement au chef de l'État. Ça témoigne une fois de plus la profondeur de la crise. On ne fait plus confiance au ministre. J'allais dire comme ça, plus confiance au Premier ministre, on s'adresse directement au chef de l'État. Est-ce que ça ne dénote pas justement de la profondeur de la crise et de l'urgence à trouver une solution? Non, la profondeur de la crise, je pense que nous tous nous en sommes conscients. Maintenant, c'est plutôt pour moi, ça dénote plutôt du peu de confiance qu'ils ont en certains paliers. Je crois que ce n'est pas la première fois que les routiers s'en remettent directement au président du Faso pour la résolution de leurs problèmes. Je ne sais pas, plusieurs fois on a eu des arrêts de travail, des blocages dans les artères, les grands axes de Ouagadougou, et ils nous ont dit si ce n'est pas le président, on ne veut discuter avec personne. Vous vous en rappelez, c'était même sous Kabatiba. Ils ont eu à prendre langue avec le ministre en son temps. Ça n'a pas trouvé solution. Et le Premier ministre également.
c'était sous Kabatiba, il disait que non, ils ont eu des engagements qui ont été non respectés. Pour eux, le clan Mou maintenant revient au président et c'est seulement avec lui qu'ils veulent discuter. Et il y a beaucoup, en son temps, qui analysent politiques et autres, qui sont tombés sur Abrakussi pour dire, écoutez, c'est pas comme ça dans une république, tout ne doit pas être réglé seulement par le président. Il y a une délégation de pouvoir qui est faite, il y a des personnes que vous rencontrez de façon cyclique pour discuter de vos problèmes. Donc c'est des solutions qui pouvaient être trouvées à ces niveaux-là. Et si le président doit descendre, s'occuper de chacun des domaines, je ne pense pas qu'on pourrait s'en sortir. Et puis, pour moi, c'est quoi qu'on dit, c'est celui qui doit garder toute pas la distance physique ou géographique ou quoi que ce soit face au problème, mais au moins la prudence d'une certaine distance pour que il y ait le poids, son mot pèse toujours et que sa décision garde toute son essence en termes d'impact. Parce que si vous savez, c'est la question de la négociation, hein, celui qui tout le temps est dans la négociation de conflit, à un moment donné, vous voyez avec le ministère qui est accusé d'être parti. Si vous avez un président qui commence à toujours les recevoir, à la fin, un matin, on va nous dire que bon, le président même nous avait dit ça là, mais il avait dit ça aussi à l'autre camp, ça devient ceci, ça devient cela. Vous avez quel autre recours encore? Donc je crois qu'il faut peut-être faire confiance à ceux qui ont à charge de prime abord vos dossiers, mais ça y va aussi de la confiance. C'est ce que j'ai dit. C'est la question de confiance. Ils n'ont pas confiance aujourd'hui à certains paliers. Sûrement qu'il y a eu des discussions, il y a eu des engagements qui ont été pris, mais pour lesquels ils n'ont pas vu les choses venir en termes d'once même d'application ou en termes de lecture claire, de sincérité. Ou lorsqu'on dit à un camp ceci, on va dire à l'autre camp cela. Parce que on a juste envie d'avoir des gens avec soi et tout. Et après, quand ça se parle et que chacun trahit ses secrets, vous vous posez la question de savoir, mais attends, s'il a dit ça, il vous a dit ça aussi. Ah, donc c'est qu'il n'est pas sérieux et ça devient un problème. Je crois que c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Mais la solution pour moi, on est dans un secteur qui est éminemment celui du privé. La solution pour moi, c'est les acteurs d'abord qui doivent se comprendre. Tant qu'ils se disent que la question des frais aujourd'hui et la gestion qui est résumée au CBC, pour celui qui sera consulté par le CBC, devient le moyen pour pouvoir régler ses problèmes avec l'autre camp, ça sera la même situation là dans laquelle on sera jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, les premiers responsables de l'Union des chauffeurs routiers de Burkina devaient être sur ce plateau ce matin même, mais ils ont décliné l'offre parce que justement, ils doivent avoir une rencontre par rapport à la question et sur la crise. Et nous allons suivre de très près ce dossier-là et certainement que nous allons après apporter des clés de lecture selon l'évolution de cette situation. Nous allons passer au deuxième sujet qui est enrôlé pour cette convocation. C'est le nouveau système de facturation de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, comme je l'ai rappelé tantôt, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui fait en tout cas des gorges chaudes. Alors hier, le ministre en charge de l'eau était sur le terrain, accompagné du président de la Ligue des consommateurs pour constater en tout cas ce qui a été mis comme dispositif pour recevoir les plaintes et aussi rassurer les consommateurs. Déjà, un mot par rapport à cette initiative-là, parce que les plaintes, on l'a dit, commencent à devenir légion. Oui, les plaintes sont légion. Vous avez souvenance que sur le plateau du tribunal de l'actualité, moi j'avais dit que j'allais m'intéresser à cette question. On en avait parlé ici. Et après, j'avais pris attache avec les services, notamment de communication de l'ONIA et puis notamment la direction, avec lesquels on avait pu avoir une rencontre d'explication avec des cas pratiques et puis sur lesquels je suis revenu ici sur le plateau parce qu'il y a il n'y a pas de... Vous savez, on ne peut pas expliquer à quelqu'un sa douleur. C'est ce que moi je dis tout le temps. Bon, moi j'ai mal à Ici, la douleur, elle est financière. Je me rends compte que pour des besoins qui sont les miens et pour lesquels vous apportez une réponse donc en termes de services octroyés et pour lesquels je donne une contrepartie en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes, je me rends compte que c'est en train d'augmenter. Et ça depuis la période du Covid et puis le soulagement que le président du Faso avait proposé. Disons-le clairement, depuis cette période-là jusqu'à aujourd'hui, en matière de facturation, le citoyen lambda, le burkinabé ne se retrouve plus. Et ce que tout le monde constate d'une façon générale, c'est que ça a augmenté. Mais
je dis encore... Souvent du simple au double. Voilà, même pas du simple au double. Quelquefois, bon, Adam, ce qui est bien, vous êtes sur ce plateau, moi je ne vais pas rappeler votre cas. Vous êtes passé de combien à combien? Actuellement, j'ai une facture de 400 000. Donc ça donne une idée de l'ampleur de la situation. Vous avez une piscine à la maison? Vous comprenez, vous n'avez pas de piscine, vous êtes à 400 000 francs. Bon, peut-être votre cas, c'est une erreur de notre genre. Mais il y a beaucoup de gens qui ont vécu ces choses et qui continuent de les vivre. Donc, je ne sais pas quelle explication vous pouvez donner à quelqu'un qui est en train d'avoir mal, que en fait la douleur qu'il est en train de ressentir n'est pas de la douleur, mais il devait comprendre que pour ce qui est de son cerveau et de son fonctionnement, la question de douleur, voilà comment c'est qu'il faut. Donc ça c'est trop long. Lui il a mal. À la vérité, tout ce que vous êtes en train de dire là, il veut revenir à la situation première, celle dans laquelle il est à l'aise et il ne sent pas, il ne sent pas l'inconfort. Avec l'ONEA, c'est un peu pareil. On tente d'expliquer pour que des gens continuent de payer des factures qu'ils trouvent plus élevées. Et trouver plus élevé là, ce n'est pas comment dire cela, ce n'est pas une œuvre de l'esprit. On vient vous tendre ça à la fin du mois, puis vous-même vous plaidez, vous regardez ça comme ça. Il n'y a pas d'explication encore derrière. Le gars il constate que c'est élevé. On nous dit non, c'est parce qu'on est passé à une autre facturation. Ok. Et je crois que même l'exécutif, en ce moment c'était Rémi Danginou qui était le porte-parole du gouvernement, ils disent que des instructions avaient été données pour bien regarder là-dedans. Parce que eux-mêmes, ministres, se sont rendus compte que ça ne va pas. Et chacun d'entre eux, au Conseil des ministres, s'est fait l'écho de son exemple. Donc, ce n'est même pas une affaire de citoyens, même à la base. Tout le monde ne comprend plus rien dans la facturation de l'ONEA. Mais est-ce que courageusement, on ne doit pas revenir à l'ancienne formule, quitte à comprendre davantage ce qu'on veut nous proposer comme innovation? Moi, quand j'ai discuté en son temps avec la direction de l'ONEA, elle n'était pas fermée à cela. Elle disait, c'est quelque chose qu'on est en train de tenter. Maintenant, si d'aventure ça bloque et ça coince vraiment, bon, ils vont tirer leurs conséquences et puis voir ce qu'il faut faire. Mais on a aussi l'impression qu'ils y tiennent. Parce que depuis que tout le monde se plaint, et que même en Conseil des ministres, on a dit que voilà ceci, voilà cela, le même process continue. Et tous les consommateurs, en tout cas les consommateurs pour la plupart, sont passés d'un cran à un autre qui est plus élevé. Vous êtes, pour ceux qui ont l'habitude de prendre les 3 000, d'avoir des 3 000 en facture, ils sont à 5 000, 6 000 en allant, ou 4 000, 5 000 et quelques. Est-ce que, je leur ai posé la question, est-ce que la question de la facturation a changé? Est-ce que la facturation a changé? C'est-à-dire, ce que ça coûte au mètre cube là, est-ce que ça a changé? Ils m'ont dit non. Et que pour changer cela, il y a un process, il faut siéger, il y a plein de choses. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai dit, mais dans ce cas, est-ce que vous avez, nos compteurs là, vous n'avez pas fait quelque chose, ou bien il n'y a pas quelque chose chez vous là-bas que vous avez changé qui fait que ça. Ils nous disent non. Mais comment la consommation, parce qu'une consommation dans une maison avec les gens à laquelle vous êtes avec les personnes à laquelle vous êtes depuis près de 10 ans, c'est vrai qu'on a eu la période de Covid qui pourrait à un moment donné faire qu'on se dise, bon, écoute, les gens sont restés à la maison pendant longtemps, est-ce que ça n'a pas impacté? Ça, c'était un argument qui revenait. Mais il y a longtemps, on est quitté dans le Covid, là, les gens vont au travail. Et puis la période là même, ça a duré combien de temps? Pour que l'impact là continue jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il est important que l'ONEA revoie. Parce que ce qui est dommage, en fait, c'est que on peut dire ce qu'on veut, mais l'ONEA, dans sa gestion, a été l'une des agences de laquelle les populations se sentaient vraiment les plus proches au regard un peu de la question de facturation et de cette amusez-vous à ne pas payer votre facture d'électricité quand vous venez, des fois on vous met 5 000, vous ne savez même pas pourquoi le délai là, c'est compliqué même des fois à comprendre un certain nombre de choses. Avec la nationale des électricités, tout le monde se plaignait, c'est pas aujourd'hui. Avec l'ONEA, tout le monde disait faites un peu comme l'ONEA au moins, mais aujourd'hui là, c'est l'ONEA. Vous voyez d'où on est passé? Et à là où on est aujourd'hui. Et je crois que l'ONEA devrait aussi prendre cela en compte. Et le fait parce que il y a aussi une chose, parce qu'on est en train de parler de la Ligue des consommateurs, est-ce qu'il ne siège pas à l'ONEA dans le conseil d'administration? Je sais qu'il siège dans un certain nombre de conseils. Je me rappelle qu'on avait reçu ici l'un des membre mais je pense que je vais retrouver. Je pense qu'il avait répondu par l'affirmative, si ma mémoire est bonne. Je ne sais plus. Mais
eux, sur le plateau ici, nous avaient dit aussi, nous avaient rassuré, parce qu'ils disent qu'ils étaient allés aussi avec des factures au niveau de l'ONEA, tout comme nous aussi, nous y étions allés, et que les explications qui leur avaient été données avaient fini par les convaincre. Mais je dis toujours aussi, on ne parle pas de choses abstraites. Donc, il n'y a pas de développement abstrait qui permet d'arriver à une conclusion abstraite. Non, ici, c'est du vécu. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas trois personnes. C'est la plupart des Burkinabés qui sentent cela. Donc, il y a quelque chose à remettre en cause. Soit c'est nous tous qui nous trompons, ce qui est difficilement probable, soit il y a une faille dans le système, ou bien il y a quelque chose de nouveau qu'on ne nous dit pas. D'accord. Alors, ça permet aussi de poser la question entre le rapport service-client. Très souvent dans nos sociétés, en cas de souci, c'est toujours le client qui doit justement se déplacer pour comprendre. Est-ce que ça ne doit pas nous enseigner une autre façon de faire et notamment tirer leçon de ce qui se passe? On a comme l'impression que le client qui est en situation, je dirais, d'injustice, dirons-le comme ça, n'a pas en face de lui des réponses ou souvent même le service adéquat pour se faire comprendre et surtout pour avoir des explications. Est-ce que ce rapport-là ne doit pas changer? Oui, c'est vrai que ce rapport-là doit changer. Maintenant, on est avec l'ONEA, on est dans une crise d'échelle. Et la question de l'échelle pose aussi la structuration de la réponse. Bon, quand j'ai discuté en son temps avec la direction de l'ONEA, ils ont dit qu'ils allaient mettre en place au niveau des agences, ils allaient blinder, je vais dire comme ça de façon très claire, au niveau des agences, la réponse, parce qu'ils vont demander aux uns et aux autres de venir en agence, chacun avec sa facture, pour qu'il y ait des explications, pour que chacun comprenne, et si d'aventure il y avait des problèmes, que ce soit corrigé. Et pour cela, ils nous ont dit que les semaines qui allaient suivre, il allait avoir ce genre de communication la plus accrue qui allait être mis en place. Ici, on n'est pas au stade de la communication au sens pur du terme, mais c'est au sens de la réponse client. C'est-à-dire où il y a des plaintes qu'il faut réceptionner, qu'il faut traiter, et avec notamment la personne qui est intéressée. Donc ça veut dire, regardez, seulement à l'approche de fin de délai de paiement de facture, vous voyez les rangs qu'il y a, les fils qu'il y a. Ça c'est pour le paiement. Vous en donnez autant pour les plaintes. Alors que là, vous êtes dans la question, vous êtes dans la gestion caisse où un élément on finit, on traite, c'est fini, c'est parti. C'est interroger la machine, voir combien il doit. S'il veut payer 1 mois ou 2 mois, c'est traité en 5 minutes. Le monsieur il est parti. Mais la gestion des plaintes c'est différent. Il y a la plainte qui est posée, il y a la discussion qui est engagée, il y a la recherche qui est faite, et puis il y a la réponse qui est donnée, et puis il y a la négociation qui est enclenchée. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc il y aura une gestion du fil et forcément il y aura il faut avoir une ressource humaine qui soit vraiment adaptée pour ce moment-là. Et ça, je sais que ça a l'air difficile pour l'UNEA parce que les plaintes sont nombreuses. C'est pas une personne, c'est pas 2 personnes. C'est ça en fait la vérité. Donc, pour moi, est-ce qu'il ne faudrait pas regarder dans le système? Est-ce qu'il ne fallait pas aussi peut-être revenir à l'ancien système et puis se donner le temps de parfaire un peu l'innovation? Parce que et voir un peu, continuer en interne avec leur nouvelle facturation voulue et puis voir les gaps qu'il y a. Si les gens n'ont pas vraiment raison, si on revient à l'ancien système que les factures descendent, ça veut dire que votre mode de calcul, peut-être qu'il y avait un problème. Ou bien ils veulent nous dire peut-être que les gens s'étaient sous-facturés avant. Auquel cas c'est l'erreur de qui? Sinon ça fait des années que nous on recevait cela comme ça. C'est ce qui donne l'impression d'une sous-facturation aujourd'hui. Donc il y a un gros problème. Je ne pense pas que l'ONEA soit en capacité de pouvoir nous répondre au cas par cas. Parce que la gestion du fil qu'ils auront sera importante. Il n'y a pas quelqu'un, si vous ouvrez le téléphone pour parler de l'ONEA aujourd'hui, jusqu'à demain soir, vous n'allez pas arrêter, vous allez continuer à avoir votre téléphone qui crépite.
Alors, parlant des leçons à tirer de cette situation-là, on a parlé de l'implication de la Ligue des consommateurs. Pour certains, je dirais leur engagement est un peu tardif parce que la question ne date pas d'aujourd'hui. Dans d'autres pays, on nous parle d'une société civile assez forte qui fait en sorte que le client est roi et en tout cas ses demandes ou ses droits sont respectés. Est-ce qu'au niveau de la Ligue des consommateurs, le problème ne doit pas être perçu autrement, s'engager davantage, être beaucoup plus proche de la clientèle, des clients comme des consommateurs comme on le dit, et pourquoi pas peut-être engager des actions en justice pour marquer le coup et peut-être faire réagir le camp d'en face par là justement des structures et des sociétés. Bon, moi quand je regarde la posture de la Ligue des consommateurs, je dis encore qu'on les avait déjà reçus ici et on avait abordé la question avec eux. Et j'étais plus dans la posture de celui qui défendait un peu le NEA. Parce que, disent-ils, ils étaient allés voir le NEA avec des cas et après explication, ils se sont rendus compte que les arguments qui leur avaient été donnés étaient quand même étaient à prendre en compte et qu'ils en étaient convaincus. C'était ce qu'ils avaient sorti sur ce plateau-là lorsqu'on les avait reçus. Mais je dis, les faits aussi sont têtus, c'est que les plaintes continuent. Tant et si bien que, pour ce qui est de... Je pense que la campagne pour les plaintes là, qui avait commencé, c'est Gunguin, sur un article que j'ai lu, pas moins de 30 plaintes journalièrement. Ça veut dire que le problème continue et persiste. Je dis, c'est vrai que une partie des gens peuvent se tromper, mais tout le monde ne peut pas se tromper comme ça. Ça veut dire que ça implique et ça intime qu'il y ait la revue d'un système, ou à un certain niveau au moins. Mais ça, c'est de la partie ONEA. Parce que pour tous ceux qui sont les consommateurs, ce n'est plus... C'est-à-dire, moi, je peux avoir un problème aujourd'hui, l'autre peut sentir un autre problème demain. Quand c'est un épiphénomène, on peut se dire, bon, écoute, est-ce que ce n'est pas dans telle zone-là qu'il y a un problème? Mais là, c'est tous les Burkinabés qui s'en plaignent. Donc, ça veut dire qu'il y a un système qu'il faut revoir. Mais ça, c'est dans la partie ONEA. Et quand la Ligue des consommateurs, qui était fortement interpellé, pas même directement. Nous avons des émissions qui sont des libres antennes, émissions au cours desquelles monsieur X ou Y appelle pour poser son problème. À un moment donné, la question de l'ONEA était celle qui était surposée. Donc ça interpellait directement on dit bien ligue. C'est une ligue, c'est-à-dire elle appartient à tout le monde. Et donc, quand vous voyez l'expression des consommateurs, vous devez vous en saisir. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait en allant rencontrer le NEA. Mais en même temps, je dis, je veux savoir s'ils n'y siègent même pas. Donc, du coup, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, c'est des problèmes auxquels ils font partie de la machine un peu. Je veux dire comme ça. Ils défendent les intérêts du consommateur au sein de la machine. Donc, ils doivent pouvoir se parler. Mais je crois aussi que au regard de la pression et au regard de comment dire cela, la confirmation chez les populations du mal-être et du malaise par rapport à la question de la nouvelle facturation là. Bon, ils disent que ce n'est pas une nouvelle facturation mais des nouvelles factures. Moi je vais dire ça comme ça. Eh bien, ils sentent que le sentiment est vraiment dur. Et à un moment donné, au risque de se décrédibiliser, ils sont obligés de s'assumer. Alors, vous l'avez dit, l'initiative est en cours. Il y a une session qui est ouverte justement pour recevoir les plaintes. Espérons qu'après analyse, on pourra avoir une claire lecture de la situation et certainement qu'on pourra tirer les leçons et permettre aux consommateurs d'être dans son droit et surtout pour comprendre davantage le nouveau système de facturation. Peut-être pour ajouter quelque chose? Mais je pense aussi qu'on a eu quand même beaucoup de mois. On a eu beaucoup de mois pour la question des factures et du nouveau système. Et si les plaintes là continuent comme ça, je dis encore une fois, on ne peut pas expliquer à quelqu'un son mal. C'est lui qui explique son mal depuis. Donc écoutez le mal qu'il explique, plutôt que de lui expliquer son mal. Parce que lui, il a déjà mal, lui, il sait ce qu'il sent. Vous n'avez pas besoin de lui expliquer ce que lui, il ressent. Ou bien vous dites qu'il se trompe. Non. Voyez la solution que vous pouvez apporter. On avait un ancien système. Est-ce qu'il ne faut pas y revenir? Le temps d'ajuster ce qu'on a là maintenant. Je crois que ça, c'est important. Et
l'ONEA aussi a fait des efforts. Ça, on le reconnaît. Vous voyez, au départ, on ne comprenait pas trop. Ils ont fait maintenant des factures qui sont distinctes avec des petits papiers qui sont accrochés dessus. On sent un effort de l'ONEA. Mais le problème, ce n'est pas la dynamique d'effort. C'est le problème de ce que la souffrance ne s'est pas arrêtée. Parce que les gens continuent de payer un peu fort. Et le but de l'innovation, c'est justement de faciliter et surtout, en tout cas, arranger le consommateur. C'est ça. Le but de l'innovation, c'est ça. Si la nouvelle machine que vous avez mise en place là, quand moi je m'abaisse pour reprendre ce qui est bon pour moi, ça me gifle. Je vous dis, ça me gifle. Non, il faut t'abaisser, tu vas prendre. Je m'abaisse, je prends, ça me gifle. Je dis, ça me gifle. Hein. Tu non, abaisse-toi, tu vas prendre. À un moment donné, je dis, ça pose problème. Est-ce qu'elle a fait là? C'est pas fait pour me gifler. C'est ce dans quoi on est. Je caricature un peu pour faire rire, mais c'est ce dans quoi on est. Il faudrait que l'ONEA accepte soit de revenir à l'ancien système, mais vraiment de prendre une décision maintenant. Je dis ça, et c'est une remise en cause. Ils sont face à leurs clients aujourd'hui, qui de façon transversale et de façon disent qu'il y a un problème. Même si vous allez leur expliquer au cas par cas qu'il n'y a pas de problème, et qu'ils reviendront à la fin en train de payer encore plus, et qu'ils auront toujours le sentiment de payer plus, sans que vous ne les ayez convaincus, ça ne va jamais finir. Pourquoi ne pas revenir à la fin à l'ancien système? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Ou bien que le nouveau système, à la fin, ça allait faire gagner plus. Donc, auquel cas, les craintes des gens sont fondées. Je pense que ça pose un problème de fond. Ce n'est pas la mauvaise foi de l'ONEA, non. Mais aujourd'hui, c'est la question d'apporter une solution à des plaintes qui sont affirmées et qui sont tangibles, qui se constatent. Ça, c'est difficile. En tout cas, espérons qu'il y aura une campagne de communication au terme de cette session de réclamation pour qu'on puisse justement éclairer la lanterne des uns et des autres. Nous allons passer au dernier sujet qui avait été retenu pour cette convocation, c'est la situation au Mali. Alors, on annonce une rencontre entre le Premier ministre et la classe politique, justement pour échanger en vue des élections des élections en cours. Geoffroy Avara, quand on voit un peu ce qui est annoncé, est-ce qu'on ne peut pas se réjouir et espérer une description de la situation, surtout que c'était un peu tendu entre la junte militaire en place et la classe politique? Mais vous faites bien de le dire, c'était même plus que tendu, puisque vous vous rappelez que récemment c'est le M5. On sait que c'est politique et association civile en même temps qui disait vouloir mettre la menace et sortir pour mettre fin même à la transition. Parce qu'ils trouvaient que trop c'était trop et qu'il n'y avait pas une claire consultation des forces qui les représentent et qu'il y a le militaire qui avait tout glané et continuait de mettre sa pression. Donc, quand on regarde, entre cette posture-là, qui était celle de vouloir même à un moment donné dire non à la transition, et puis les partis politiques qui accepte, c'était hier mercredi, de rencontrer, d'avoir cette rencontre avec le Premier ministre. C'est à 14 mois quand même, quoi qu'on dise, des élections. Et puis, il faut dire que le Mali a une particularité qui n'est pas forcément la nôtre. C'est que la question de l'organisation des élections incombe beaucoup plus aussi à l'exécutif, à travers son ministère de l'administration territoriale. Et puis, je pense qu'ils ont une direction des élections. Je pense qu'ils ont une direction de ce genre-là. Donc, ils ont un rôle central à jouer là-dessus. Donc ça, c'est bon que l'objectif premier de la transition, c'est d'aboutir à l'organisation des élections, c'est pas autre chose. Donc c'est bon que maintenant, ils commencent à parler à ceux qui devront candidater ou qui sont les acteurs premiers de ce changement-là, du passage à une transition à un ordre plus normal. Et cela passe forcément par une discussion avec les acteurs politiques, ce qui s'est fait hier avec le Premier ministre. Donc oui, ça sonne aussi comme un genre de décrispation. C'est bien ce que je pense. Alors vous l'avez dit, au départ il y avait comme une crise de confiance entre les différents acteurs, notamment la classe politique et aujourd'hui ceux qui dirigent le Mali. On l'a dit, avec ce qui est en train de se faire et la main tendue, on peut être tenté de croire justement que c'est une réponse qui est en train d'être apportée et que ça va certainement apporter des solutions en vue d'une sortie de crise, parce que le Mali est dans une crise. Le Mali est toujours dans une crise dans une certaine mesure, parce que les crises aussi c'est des... Maintenant bon,
le mot crise même lui-même est déjà un peu fort, mais je veux dire, le Mali est dans une situation bien particulière parce que le Mali est en transition. Et tenez-vous bien, la rencontre a duré 4 heures en gros. Et 4 heures de rencontre, ils se sont dit les vérités. Parce que pour eux, c'est un premier ministre maintenant qui est en train de prendre le problème à bras le corps. Passer les petites guéguerres, passer les histoires de comment on appelle ça, de distribution de postes ou de partage de sièges, que ce soit au CNT ou poste ministériel et autres, qui ont été dans leur majeure partie, en tout cas, en termes de main basse, de celle du parti des militaires. Eh bien, passé ce moment-là, il faut discuter de ce qui est important. C'est la fin de la transition. Et pendant la discussion qui a duré 4 heures hier, les partis politiques ne se sont pas cachés. Ils ont dit clairement au Premier ministre, il faudrait que la transition n'excède pas les 18 mois. Il n'y a pas de lenga, pour parler comme ici. Il faudrait que tous les organes de la transition comprennent ici et maintenant que la transition ne devrait pas durer plus de 18 mois. Ça, c'est ce que le politique a transmis déjà comme premier message à l'endroit du Premier ministre. Donc, je pense que ça donne le là des choses. Même si on n'a plus du temps à mettre des institutions en place, même si on n'a plus du temps parce que c'était à la faveur de son voyage en France, je pense que la veille ou quoi, que le fameux conseil, le CNSP ou le fameux conseil militaire là, a été dissous, ce qui était une exigence. Même si on n'a plus du temps à faire tout cela, pour venir à la question fondamentale et essentielle, qui est le passage d'une transition à un ordre qui soit constitutionnel, d'un ordre qui soit celui normal, eh bien, messieurs, vous avez 18 mois. Vos 18 mois qu'on vous a donné là, vous n'allez pas excéder ça. Ça a été le premier message qui a été donné. Alors que il y avait des suspicions, et il y a toujours des suspicions sur ce que cette transition-là, et surtout les militaires, veillent se donner le temps de pouvoir organiser les choses de sorte à ce que ils aient toujours un genre de mainmise. Je pense que c'est le problème de fond aujourd'hui au Mali. Une classe politique qui, avec des organisations de la société civile, sont parvenues à affaiblir de façon très forte ATT, parce qu'on sortait d'élections, n'oublions pas, des élections qui ont donné des résultats qui mettaient ATT, qui j'ai dit, pas ATT, IBK plutôt, qui mettaient IBK dans un certain confort, mais qui étaient critiqués, qui étaient rejetés, notamment par beaucoup d'acteurs politiques. Mais même ce confort que IBK avait au niveau de l'Assemblée avec les institutions et tout, la preuve c'est que la pression l'a affaibli, et puis ce sont les militaires qui sont venus achever son pouvoir. Et la classe politique se retrouve encore dans la même situation où ce n'est plus un IBK, mais c'est une junte qui s'est accaparé un peu de tout, et eux qui ont mené le combat jusqu'à maintenant se retrouvent un peu les laissés pour compte. Ils sont là, ils ne veulent pas ravaler leur gourme. Non, ils attendent à côté, mais ils savent aussi que leur temps, c'est le temps de l'élection. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est que le temps de l'élection venu, est-ce que le militaire encore ne trouvera pas l'entourloupe pour positionner quelqu'un? C'est le débat. C'est la grande question, et c'est le débat qui est en train d'être mené aujourd'hui. Et c'est pour ça que la classe politique malienne se veut très prudente, et elle veut vraiment mettre les garde-fous. Et puis, il y a aussi une réalité. Vous savez, avec le décès de Soumaïla Cissé, il y a aussi, il faut le dire de façon concrète, il y a un enjeu de réorganisation en termes de poids au sein des partis politiques. Parce que pour beaucoup, c'était le monsieur futur président pressenti. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup qui, peut-être, ne croyaient plus trop en leur chance, mais qui se disent, mais c'est possible, hein, sait-on jamais. Donc, c'est crânement que chacun essaie de discuter sur ces questions. Et c'est clairement que le monde politique malien attend d'être très, très, très vigilant sur les ambitions notamment de cette junte-là. Étant entendu qu'au départ, quand il regardait les militaires, il les pensait niais. Quand ces messieurs-là venaient, ils se disaient, ils sont obligés de composer avec nous, et c'est nous qui avons fait le boulot. Donc, mais après, ils ont été surpris. Même jusque dans les discussions, comment, parmi les gens de leur camp, ils se sont retrouvés
à se bouffer. Et puis, c'est la volonté encore de ce fameux conseil-là qui a prévalu. Donc, ils ont compris que les militaires commençaient à devenir stratèges, donc à eux d'être un peu plus prudents. Je crois que c'est pour ça aussi qu'il y a comme un genre de tiraillement. On a l'impression qu'ils sont vraiment opposés à cette transition. Ils sont opposés à ceux qui en sont les symboles, mais c'est parce qu'ils veulent garder jalousement le passage et la même mise là-dessus pour que ce soit l'expression vraiment peut-être du Malien qui triomphe ce jour-là et qu'on revienne avec un parti politique en qui on fait confiance et un homme qui préside à la destinée du Mali. Alors, si cette rencontre entre le Premier ministre et puis la classe politique est vue comme une avancée, certains estiment aussi qu'il faut l'élargir aux organisations de la société civile. Vous l'avez rappelé, leur rôle qu'ils ont joué pour le départ de IBK, parce qu'effectivement en face on sent aussi des craintes et on ne se cache pas de les exprimer. Oui, maintenant là-dessus il faut voir que quand ceux qui mettaient la pression ensemble, il y avait un fort élan des choses comment on appelle ça, de personnages et d'acteurs politiques. Il y avait une forte proportion d'organisations de la société civile, mais il y avait aussi un pan un peu religieux que l'imam Dicko représentait, mais qui avait valeur et qui avait cette confiance-là bizarrement transversale à chacune des parties qui composaient ce vaste mouvement-là. Il était presque porte-parole et vous voyez à ces appels la façon monstre à laquelle en termes de mobilisation la réponse était donnée, vous compreniez. Mais aujourd'hui, l'imam Dicko même, il est où? Vous avez vu sa dernière sortie en termes de choses de communication, c'était un discours d'apaisement. Et donc, pour ceux qui sont encore va-t-en-guerre et tout, c'est lui qui était le symbole de l'anti-IBK qui a concouru à ce qu'aujourd'hui il y ait eu la chute de IBK et que on soit dans une transition qui était appelée par tout le monde pour revenir à un système plus juste et tout. Lui-même donne la communication de mettre de l'eau dans son vin. Bon, vous qui êtes vous allez dire quoi? Parce que c'est lui qui a appelé, c'est lui qui a pris tous les risques, on l'a vu ici. Lui-même vous dit, je pense que le Mali aujourd'hui, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut qu'on se parle, il faut. Donc du coup même vos ardeurs, vous êtes obligés d'y mettre un peu d'eau parce que ça sonne comme du vin. Et c'est un peu ce dans quoi on est aujourd'hui. Mais on espère qu'il y aura cette responsabilité notamment de cette junte, parce que quoi qu'on dise, c'est un noyau dur, même s'ils ont dissous le CNSP, c'est un noyau dur qui continue de décider au Mali, mais qui doit le faire pas seul, mais avec aussi ces acteurs politiques qui ont posé le problème premier et avec des organisations de la société civile. Parce que ce qu'on veut derrière, c'est quoi? C'est le Malien qui se sente mieux avec la question de l'île terroriste qui soit aménagée, repoussée, donc de façon militaire, et puis l'amélioration des conditions de vie et le quotidien des Maliens. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour ça, ce n'est pas des militaires forcément au palais qu'il faut, mais il y a leur rôle. Ça c'est clair, et ce que la plupart des Maliens veulent, c'est qu'ils retournent à leur condition première, qui est celle de combattre, qui est celle de cette offre militaire-là, et puis qu'ils laissent le civil gérer les choses avec une offre politique dans laquelle le Malien regardera, et puis il fera son choix. C'est à ce ordre-là que tous les Maliens veulent qu'on revienne. Maintenant, ça ne sera pas facile. Alors, vous l'avez dit, avec la situation, ça laisse entrevoir une note d'espoir. Et c'est d'ailleurs avec cette note d'espoir qu'on va mettre un point final à cette convocation du jour. En tout cas, merci pour ces différentes clés de lecture. C'était un plaisir. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se dit au revoir. On se retrouve demain à travers les mêmes canaux pour analyser l'actualité. Excellente journée en compagnie des programmes de Truth TV et Watt FM. Merci.